Donc, ce soir, on a l'honneur de vous présenter avec le pôle MUN, donc de Pourparler, la tribune étudiante de Schema, un événement sur la grande question de la liberté d'expression dans le monde. C'est un sujet central, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi internationale. En effet, la liberté d'expression est centrale dans les relations internationales. Doit-on tolérer le manque de liberté d'expression des autres pays? Est-ce un droit fondamental commun à chaque nation, une valeur subjective propre à chaque pays? Telles sont certaines des questions auxquelles nous essaierons de répondre ce soir grâce à l'intervention de M. Thomas Fichy de la Neuville, mais aussi avec vous, puisque nous aimons donner la parole à des experts, mais aussi aux étudiants. C'est pourquoi nous organiserons d'abord cette conférence jusqu'à environ 19 heures, puis on donnera ensuite la parole aux étudiants en faisant des débats par petits groupes sur les sujets mentionnés lors de cette conférence. Et enfin, pour terminer sur une touche un peu plus ludique, nous avons prévu d'organiser un mini tournoi de géopolitique pour clôturer cet événement. Et il se déroulera en plusieurs étapes éliminatoires, ce qui permettra de départager les concurrents qui pourront à la fin gagner de nombreux lots, dont une enceinte pour le premier, mais aussi les mémoires d'Obama notamment, et plein d'autres surprises. Alors, je vous laisse commencer donc avec la conférence menée par Marie Penin du pôle Event et Tanguy Hochkorn du pôle MUN. Donc on va commencer par une citation de Kofi Annan, qui est le 7e secrétaire général des Nations Unies, qui exerçait de 1997 à 2006, et qui disait « Il n'existe pas de modèle unique en matière de démocratie, de droits de l'homme ou d'expression culturelle qui soit applicable à tous les pays. Mais tous devraient garantir la démocratie, l'exercice des droits fondamentaux et la liberté d'expression culturelle. Le génie humain fera en sorte que chaque société, dans le respect de ses propres traditions et de son histoire, consacre et défende ses valeurs. J'en suis convaincu. » En ce sens, il rappelle les notions fondamentales de la liberté d'expression. Ces notions ont été mises en place en France pendant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui disait « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. » Monsieur Fichy de la Neuville, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir pour parler de la liberté d'expression, thème évoqué notamment dans votre livre « Les esclaves psychiques d'Internet », sorti en 2020, un livre à propos de la puissance d'aimantation d'Internet et de ses effets sur le cerveau humain. Internet peut avoir 3 effets successifs sur le cerveau humain. Il peut l'hypnotiser, le conditionner et ainsi manipuler les esclaves psychiques créés. Nous reviendrons plus tard dans l'interview sur la corrélation entre Internet et la liberté d'expression. Monsieur Fichy de la Neuville, vous êtes connu mondialement pour votre parcours et vos travaux exceptionnels, notamment sur 3 grands pays, l'Iran, la Chine et la Russie. Vous êtes même spécialiste de l'histoire diplomatique de l'Iran. Après avoir multiplié les interventions dans des écoles classées parmi les plus prestigieuses, comme Cambridge, Oxford ou encore Washington, vous êtes actuellement titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business. Et je vous laisse à présent entre les mains de ma collègue Marie Penin. Merci Tanguy. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par aborder la question de la liberté d'expression face à la religion. En effet, nous avons fait le constat que la plupart des tensions qui entourent la liberté d'expression sont souvent liées à des questions religieuses. Tout le monde se souvient du 7 janvier 2015, tout le monde se souvient de l'attentat terroriste dans les locaux de Charlie Hebdo, qui a été assimilé à une atteinte grave à la liberté d'expression. Pour rappel, le journal satirique avait créé de nombreuses polémiques, notamment celles liées à la publication de caricatures du prophète Mahomet. Certains soutiennent qu'il faut protéger la liberté d'expression, tandis que d'autres expriment leur refus de critiques envers la religion et ses symboles. Quel est votre avis sur la question ? Alors, d'abord, juste avant de répondre à la question, je voudrais vous remercier donc, pour cette invitation. Et puis, vous dire que, de mon point de vue, c'est vrai que ce que nous faisons ce soir, finalement, cette libre discussion entre professeurs et étudiants dans la soirée, c'est peut-être un événement exceptionnel que vous organisez, mais ça devrait être la forme normale des cours à l'université. L'université qui est fondée finalement sur la lecture en silence et la discussion. Donc, ce que vous faites est exceptionnel, mais ça devrait être la norme dans les écoles. Finalement, la conversation et la discussion après la lecture.
Alors, pour répondre à votre question, pour essayer d'y répondre, parce que ce n'est pas une question qui est facile, la question de la liberté elle-même n'est pas... La question de la liberté n'est pas forcément de faire tout ce que l'on a envie de faire, mais plutôt la liberté, c'est de choisir le bien. Et donc, lorsqu'on rapporte cela à la liberté de s'exprimer, eh bien, cette liberté de s'exprimer, elle a naturellement des limites. C'est le respect de l'autre, c'est le respect de sa dignité, mais elle doit toujours être orientée vers le bien. Ça permet peut-être de répondre à la fois à des religieux parfois qui ont des discours de haine, qui peuvent fédérer par la haine, ou à l'inverse, des non-religieux qui peuvent également générer la haine. Donc la liberté d'expression est éminemment nécessaire, c'est une aspiration naturelle de l'homme, comme vous l'avez rappelé là tout à l'heure dans l'introduction, mais elle connaît des limites parce que fondamentalement, nous sommes vraiment libres, nous sommes libres en profondeur lorsque nous choisissons le bien. Voilà ma réponse qui est peut-être un petit peu déstabilisante, mais voilà. Non, elle est très satisfaisante, merci. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, au niveau de l'éducation, parce qu'on peut voir que ce n'est pas toujours facile justement de voir où est le bien, et des professeurs ont pu exprimer leurs difficultés à aborder certains sujets en classe, donc, notamment en termes de religion. Donc voilà, avec l'exemple frappant de la tragédie de Samuel Paty récemment, comment, selon vous, devrions-nous aborder le fait religieux à l'école ? Avant de répondre sur la question précise du fait religieux, de mon point de vue, l'école comme l'université, en fait, l'école, la petite, le lycée comme la grande école, est fondée sur la lecture en silence des classiques, puis la discussion avec les professeurs. Si nous nous interrogeons sur la place qu'occupe la lecture en silence aujourd'hui, cette place est quasiment nulle. Une école qui ne fait aucune place à la lecture d'œuvres fondamentales et qui relègue les bibliothèques ou les centres de documentation à un espace totalement périphérique est une école qui est morte. Donc ça, c'est ma première remarque sur le fond de la formation. Un étudiant se forme aux faits religieux, aux questions religieuses, non pas par le bavardage, non pas par la synthèse par un professeur, mais il se forme au contact des œuvres elles-mêmes. Ça, c'est une première remarque. S'il n'y a pas de lecture en silence et de lecture d'auteurs qui ont une forte valeur ajoutée, ils sont rares, et c'est le seul rôle des professeurs, en fait, de vous mettre en contact avec ces maîtres qui, la plupart, sont morts. S'il n'y a pas cette lecture, et si on vous fait dire que du bavardage ou du néant, il n'y a pas de débat possible. Donc, la discussion sur le fait religieux, elle présuppose des temps de retraite, des temps de silence, des temps de lecture en silence et de ne pas lire n'importe quoi, et puis une discussion libre. Et ce temps de lecture, aujourd'hui, il n'est sauvegardé par personne. Personne n'y accorde. Et il fait même rire, hein, à un moment où aujourd'hui on est en train de rationaliser les bibliothèques et sous prétexte de rationaliser, à détruire les livres pour les remplacer par des espaces, par un espace prétendument libre qui est celui d'Internet. Donc voilà pour répondre à votre question. Maintenant, une fois la lecture faite, naturellement, nos traditions, qui remontent d'ailleurs très très loin dans le passé, puisque les universités sont le lieu où s'exprime un débat libre, et ces universités remontent jusqu'au Moyen-Âge, et avec une franchise universitaire qui fait que c'est presque un lieu sacré où on peut discuter de façon pacifique, dans le respect de l'autre, eh bien ça me paraît absolument fondamental. Et voilà. Mais naturellement, la limite à cette discussion en silence, c'est le respect d'autrui. Merci pour votre réponse très complète. Je vais laisser maintenant Tanguy prendre la main et faire le focus sur des pays sur lesquels vous êtes spécialisé. Pour revenir sur ce que vous avez dit, du coup, est-ce que vous préférez montrer des textes qui sont déjà, des textes d'auteurs
que vous confiez à vos élèves, puis ensuite vous en parlez, ou comment ça se passe exactement dans votre enseignement à vous? Mon seul rôle est de transmettre les maîtres que j'ai pu lire et qui sont naturellement, qui sont les géants sur lesquels nous nous appuyons, nous les professeurs, nous les vivants, les maîtres qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui nous disent des choses qui ont une valeur, voilà, qui sont puissants. Vous savez que depuis le début du XXe siècle, le monde de la pensée, le monde de la réflexion a connu une évolution semblable à celui du monde industriel. C'est-à-dire qu'en Europe, en Occident, on s'est industrialisé, on a spécialisé les gens, et aujourd'hui, vous êtes bien placé en tant qu'étudiant pour savoir que l'on vous dit, vous avez une valeur en tant qu'étudiant si vous êtes spécialisé dans un domaine extrêmement précis. Et donc, l'université, comme tout l'ensemble du monde professionnel et dans le monde occidental, est un monde où on s'est spécialisé. Or, l'hyperspécialisation nous fait perdre le sens des choses, nous fait perdre la vision du monde. Et il faut parfois revenir un petit peu plus loin dans l'histoire pour retrouver une époque où bien vous trouvez des auteurs qui pouvaient à la fois manier l'histoire et la psychologie, l'histoire et la littérature, l'histoire et le récit. Et ces auteurs, donc, qui avaient une vision qui voyait peut-être plus loin que nous, n'étaient pas formés sur une logique techniciste, spécialisatrice, mais sur une logique plus humaniste. Voilà, ils nous sont, à mon avis, nécessaires aujourd'hui. Mais peut-être revenez sur la question, pour que je puisse y répondre plus précisément. Pour Tanguy. Donc, quand vous utilisez des textes, ce serait un mélange de religion et de psychologie, enfin de philosophie, etc. Il faut donner à lire des auteurs variés, mais oui. Vous évoquez la question de la liberté d'expression. Et tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez évoqué l'époque de la Révolution. Vous savez qu'il y a eu, au moment de la Révolution, à la fois une proclamation des libertés d'expression de la presse, et il y a eu une floraison de libelles, d'articles, de journaux contradictoires avec des débats. Et puis, au bout de quelques années, au bout de même de très peu d'années, au bout de 2 ou 3 ans, il y a eu une fermeture de la et en fait, il y a un contrôle à nouveau. C'est un petit peu ce qu'on a vu sur Internet, où on a vécu une époque de très grande ouverture d'Internet avec des flux officiels de médias qui nous donnaient une version, et puis on a vu aussi des contre-imitations, voilà, des théories qui donnaient exactement l'inverse de la version officielle. Et puis aujourd'hui, on est plus dans une époque de cloisonnement, de fermeture et de contrôle. Et paradoxalement, que vous soyez un État occidental ou non occidental ne change pas grand-chose. Ce sont les mêmes outils techniques qui sont utilisés par tous les États du monde pour contrôler la pensée. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. On va passer maintenant à l'étude des 3 pays dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on va commencer par la question iranienne, avec une liberté d'expression et d'association qui est limitée par des restrictions inscrites dans la loi et dans l'application défectueuse de la justice. Ça a donné lieu à plusieurs procès inéquitables qui ont entraîné par exemple à l'incarcération et à l'exécution du journaliste Rouhollah Lazam en décembre 2020, qui a été pris pour cible à cause de ses liens avec la chaîne d'information populaire sur les réseaux sociaux Ahmad News, qui était accusé par les autorités également d'avoir orchestré le mouvement de contestation nationale anti-régime de janvier 2018. Et donc, en tant que spécialiste des civilisations iraniennes, comment analysez-vous la situation en ce qui concerne la liberté d'expression en Iran? Et peut-on finalement réellement parler de liberté d'expression dans le pays au vu de ces événements? Avant de parler de l'Iran, j'ai une remarque générale à faire sur la liberté d'expression. L'expression d'une opinion qui va à l'inverse d'une opinion dominante, ou qui va à l'inverse de ce que disent les puissants, ou qui va à l'inverse des groupements d'intérêts majoritaires, ceux qui expriment une opinion dissidente, finalement, que vous soyez dans n'importe quel pays au monde, eh bien, vous prenez des risques et souvent vous risquez votre vie. Donc, l'idéal d'une société où on peut s'exprimer librement, échanger des points de vue, même si ça a pu exister dans la bulle universitaire, lorsque l'université existait encore aujourd'hui, elle est en pleine décomposition, ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc, que vous soyez en Iran ou ailleurs,
si vous émettez une opinion contraire aux intérêts du régime ou aux intérêts géoéconomiques du pays, vous risquez souvent l'emprisonnement ou la vie. Je ne vais pas vous donner mon opinion en tant que spécialiste de l'Iran, mais en tant que voyageur en Iran, puisque j'ai pu me promener à travers l'Iran, circuler, échanger avec la population. La caractéristique de la Perse depuis l'Antiquité, depuis ses fondements historiques et culturels, c'est l'histoire d'une société où précisément le débat est beaucoup plus ouvert qu'ailleurs. En fait, dans le chiisme, le débat est beaucoup plus ouvert qu'ailleurs, que dans le sunnisme, ce qui fait d'ailleurs de l'Iran une pépinière d'innovation. Ce qui gêne dans l'Iran aujourd'hui, c'est sa puissance créatrice. Vous savez que le grand historien britannique Arnold Toynbee a fait réfléchir dans les années 50 sur le choc, enfin, sur les raisons pour lesquelles une société, une civilisation croissait ou bien s'effondrait. Et il dit finalement, les sociétés, les civilisations sont mues par des minorités créatrices. Et lorsque ces minorités ont besoin d'imagination pour surmonter les difficultés. L'Iran tout entier est une société extrêmement créatrice, pleine d'imagination, ce qui explique d'ailleurs l'antagonisme avec Israël, qui est aussi une société extrêmement créatrice, donc il y a un côté de miroir entre ces deux nations. Mais je ne pense pas du tout que cette liberté soit plus bridée qu'ailleurs. Je peux vous en donner le témoignage concret pour avoir discuté de nombreux sujets en persan avec les Iraniens lors de mes voyages en Iran. Bien au contraire, regardez, prenez une liste, même sur Wikipédia, des savants musulmans, vous verrez que les 3/4 d'entre eux viennent d'Iran. Donc l'Iran, c'est la civilisation créatrice par excellence, et la créativité, elle demande débat. Voilà, elle demande débat, ce qui génère d'ailleurs une certaine instabilité politique, malgré les apparences. Donc oui, il y a des personnes qui peuvent être emprisonnées en Iran pour des opinions dissidentes, mais si on regarde par rapport à l'environnement régional, je dirais que la liberté d'expression, elle est plus garantie qu'ailleurs. C'est mon impression en tout cas. Et vous pensez à quel pays donc si vous comparez avec l'Arabie Saoudite, ou bien ne serait-ce que parce que le débat a été intériorisé dans le chiisme. Il fait partie en fait de la culture et il permet en fait, il donne un grand dynamisme en fait à la culture. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. On va passer maintenant à la Russie avec l'exemple de l'artiste russe Piotr Pavlensky qui, à travers de mises en scène parfois radicales, conteste le régime de Poutine qui ne permettrait pas du coup une parole libre. Et comment analysez-vous cette situation en ce qui concerne la liberté d'expression en Russie ? Le contexte culturel et l'histoire de la civilisation russe est complètement différent, puisque si vous lisez les récits de voyageurs français en Russie au XVIIIe siècle, eh bien le cliché sur la Russie, c'est qu'il s'agit d'un pays despotique, immense, où le tsar doit utiliser sa force afin de contrôler en fait cette immense superficie. Donc la Russie, de par sa superficie, de par sa diversité impériale, de par les minorités qui l'habitent, nécessite un système politique qui n'est pas véritablement démocratique, mais aujourd'hui, dans le monde, la démocratie est en train de devenir une véritable exception. Et par conséquent, c'est un espace maîtrisé et politiquement maîtrisé. Donc là encore, quand vous promenez en Russie, vous voyez très bien que la population, que l'espace est maîtrisé à l'intérieur des villes comme des campagnes. Donc ce n'est pas quelque chose d'étonnant, mais cette maîtrise de l'environnement, cette maîtrise de l'espace, c'est aussi, ça donne la possibilité à Vladimir Poutine d'exercer la puissance. Et comme la Russie est une puissance moyenne, déclinante, il lui faut faire preuve de beaucoup d'intelligence politique afin de continuer à avoir une certaine marge de manœuvre. Le meilleur géopoliticien, c'est certainement Jean de La Fontaine, et vous connaissez peut-être cette fable du chien et du loup.
ou bien le loup a le ventre creux, mais il reste libre. Les États-Unis et la Russie, dans leur duel qui se perpétue aujourd'hui, font penser à cette fable, finalement, où le loup russe, naturellement, contrôle son espace avec beaucoup plus de fermeté, mais il a le ventre creux. Et il est beaucoup plus intelligent que le chien américain, qui lui est nourri tous les jours de par les bénéfices de sa monnaie. Et comment pensez-vous que la liberté d'expression a évolué au cours de l'histoire en Russie par rapport toujours à la question de la superficie? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est empiré? Est-ce que ça dépend des moments? Je pense qu'il y a eu un moment de flottement dans les années 90, au moment où l'URSS s'est désagrégée, avec une véritable volonté des États-Unis en fait, de prendre contrôle d'une partie de l'espace géoéconomique russe. L'introduction d'Internet a permis aussi des opinions dissidentes, mais le problème, c'est que les Russes ont leur propre système finalement leur propre système de contrôle de l'opinion sur Internet. Maintenant, attention, les barrières qui sont mises en place sont contournées par la population. Donc, c'est quelque chose. Et puis, les Russes voyagent, ils vont en Occident, ils se promènent. Donc, les opinions contraires sont bien présentes en Russie. Maintenant, elles ne peuvent pas forcément s'exprimer ouvertement. Très bien, merci pour tout. Je vais laisser Marie passer à la Chine maintenant. Bien, voilà, donc c'est le troisième pays sur lequel vous vous êtes spécialisé. Vous êtes déjà exprimé sur l'emprisonnement de personnes ayant des discours contraires au gouvernement. Et voilà, la Chine ne fait pas exception. On peut en effet parler de la disparition récente, qui date maintenant de plus de 2 mois, du fondateur d'Alibaba, Jack Ma, suite à des propos critiques sur le système économique de son pays. Pouvons-nous dire que le contrôle de la parole soit absolu et que l'ouverture de l'espace public à des idées concurrentes soit impossible dans un régime politique tel que la Chine? Alors, vous savez, pour la Chine, il y a le contrôle de l'opinion, le contrôle de la population est facilité par le fait que les Chinois ne payent pas, quand ils font leurs courses, en monnaie papier ou en pièces. Ils ne payent pas non plus par carte bleue, ils payent avec leur téléphone. Donc, en fait, le fait que les transactions commerciales soient exclusivement faites par le téléphone permet de contrôler la population. Vous savez que les Chinois se sont appuyés sur les techniques des sociétés d'assurance américaines et leurs logiciels pour pouvoir mettre en place leur système de crédit social sur la population, donc un contrôle assez généralisé. Ne croyons pas d'ailleurs en Occident que nous allions échapper. Ça sera un petit peu différent chez nous, mais en fait ce sont les mêmes outils technologiques qui vont être utilisés en Chine ou en Occident pour contrôler la population. En effet, la Chine est quand même en train de s'ouvrir au monde. Elle s'est retournée vers l'océan. Elle, qui avait peur des barbares venus du Nord et qui historiquement était tournée vers le Nord pour se défendre des invasions venues du Nord, aujourd'hui elle s'est retournée vers l'océan. Elle s'ouvre. Beaucoup de Chinois habitent à l'étranger. Donc elle est devenue perméable aux influences de l'étranger. Et la grande hantise des Chinois, c'est l'éclatement de la Chine, sa division. Et donc, pour répondre à cette hantise, eh bien, le gouvernement exerce un contrôle de plus en plus étroit sur la population. Donc, pour revenir sur ce que vous avez dit, le contrôle en Chine serait donc accéléré par le numérique? Ah, complètement. Le numérique, en fait, que ce soit en Chine ou ailleurs d'ailleurs, la connexion permanente, qui a pour but d'ailleurs pas tellement le contrôle, mais c'est simplement le prélèvement d'informations sur nous, puisque la plus grande source aujourd'hui de revenus dans le monde, ce n'est pas le pétrole, ou le gaz ou bien les matières premières, c'est les informations que nous produisons. Donc pour les Chinois comme pour les Européens, ce qui est important, c'est que les individus soient connectés en permanence afin qu'ils produisent le maximum d'informations sur eux-mêmes et ainsi qu'ils puissent que l'on puisse savoir qui ils sont et finalement les cibler ou leur vendre les produits qui leur conviendront le plus, produits commerciaux, mais produits politiques, puisque
comme vous le savez peut-être, le marketing électoral est en fait devenu un sous-produit du marketing commercial. Bien, merci pour votre réponse. Je voulais aussi revenir sur l'arrestation du lanceur d'alerte Li Wanliang en Chine le 1er janvier 2020. Ce contrôle ne pourrait-il pas être, comme l'a montré cette arrestation et cette volonté de l'empêcher de parler, ce contrôle ne peut pas devenir dangereux pour la population? Oui, il est dangereux, mais que vous soyez en Chine ou aux États-Unis, et on l'a vu aussi aux États-Unis, quand vous êtes un lanceur d'alerte, vous prenez des risques précisément. Donc, et donc l'emprisonnement, donc voilà, les sanctions, c'est un risque, mais malheureusement, c'est le risque qui est pris par ces lanceurs d'alerte qui prennent une lourde responsabilité sur eux-mêmes pour protéger précisément la liberté d'expression. D'accord. J'avais également une question suite à vos réponses sur ces 3 pays. Est-ce que l'on peut dire que la liberté d'expression soit davantage une valeur subjective propre à chaque pays plutôt qu'un droit voilà, fondamental à chaque nation? Je pense qu'elle est... Il y a une aspiration à la liberté en l'homme qui est fondamentale et qui est universelle. En revanche, cette aspiration à la liberté, même si elle est universelle, elle a été canalisée de façon extrêmement différente en fonction des cultures. Nous vivons dans un monde où nous avons eu l'illusion que la haute technologie allait faire disparaître les cultures. En réalité, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est non seulement le retour des cultures, mais leur radicalisation. Radicalisation des cultures religieuses, politiques, culturelles, et même la radicalisation des goûts. Donc, la canalisation de la liberté, aspiration universelle, a été extrêmement différente dans un modèle politique impérial tel que la Chine, qui a la hantise de la division en royaumes concurrents, et c'est la raison pour laquelle les Américains, après les Anglais, poussent les revendications autonomes au Tibet ou au Xinjiang. Et donc cette gestion est extrêmement différente. C'est l'Occident et c'est finalement le christianisme qui a protégé cette liberté à l'intérieur des universités, à l'intérieur des écoles, mais ça c'est une exception culturelle. Et en réalité, l'idée d'une société pacifique qui discute de tout librement, ce sont des exceptions culturelles à travers l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, il ne faut pas l'oublier, est mue par les minorités, minorités émotives, actives, des minorités qui ont une vision, qui se heurtent entre elles afin de manipuler et afin de diriger des masses. Et est-ce que justement, comme vous le dites, vous avez des exemples de sociétés dans l'histoire où la liberté d'expression était totale? Pas vraiment, mais quand vous regardez dans le monde juif, par exemple, l'idée de contester une interprétation religieuse fait partie de la culture. Donc vous avez des cultures qui portent plus que d'autres ce goût pour le débat et la remise en cause. Donc en fait, il y a un côté naturellement subversif. Si vous permettez au sein d'une société, d'une école, d'une organisation, d'une entreprise de contester sans cesse l'ordre établi, vous introduisez une part de liberté pour les individus, mais naturellement, vous ébranlez l'ordre établi. Donc, c'est peut-être plus difficile dans certaines sociétés que d'autres. Mais il y a des exemples historiques de sociétés qui ont plus protégé cette liberté d'expression. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons un effondrement généralisé de cette liberté. D'accord, merci pour votre réponse. Très bien, donc maintenant on va revenir sur votre livre qui parlait du coup des esclaves psychiques d'Internet.
On va parler maintenant d'Internet et du coup de la censure du net, et notamment en Chine avec l'interdiction de Twitter. On voit que la censure est de plus en plus abondante et flagrante. En effet, un grand nombre de démocraties aujourd'hui mettent en place des mesures ou des mécanismes bloquant l'accès à certains sites au nom de la régulation des contenus, sans qu'aucun contrôle ne soit effectué par aucune autorité judiciaire. Néanmoins, la maîtrise totale d'Internet par différents biais en vue de contrôler ou de restreindre la liberté d'expression paraît utopique, mais à l'ère des réseaux sociaux, ne serait-il pas une favorable de lutter ou de restreindre au moins, d'encadrer cette liberté d'expression? Alors, la matrice du marché, la finalité du marché, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous produisions le maximum d'informations sur nous-mêmes, sur nos goûts, afin de personnaliser l'offre commerciale et accessoirement l'offre politique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les entreprises sont en train de personnaliser les produits à l'extrême, puisqu'elles nous connaissent de mieux en mieux. Donc voilà, donc ça c'est la grande matrice géoéconomique. Il faut que nous produisions, donc il faut que nous soyons connectés. Maintenant, la question c'est qui maîtrise la collecte, qui maîtrise la récolte. Nous sommes en fait pratiquement comme des végétaux mis en culture pour que nous produisions le plus d'informations possible, mais qui fait la récolte? Et quel est le degré de concentration financière? Voilà, est-ce que finalement, qui maîtrise la récolte? Vous avez vu par exemple que Donald Trump a été débranché, déconnecté. Hein, il a été débranché de ces différents comptes, les uns à la suite des autres en cascade. Ça n'est pas tout à fait un hasard dans la mesure où les réseaux sociaux sont connectés les uns aux autres. Donc il n'y a pas que des effets d'imitation, il y a aussi des questions de contrôle financier. Donc on peut dire que aujourd'hui, une partie des élites s'est recyclée dans la collecte et le contrôle de l'information. Donc c'est la façon dont le monde va être structuré demain. Et comme les États sont devenus poreux, puisqu'ils ont accepté d'ouvrir très largement leurs frontières à des flux de circulation, flux d'idées, flux de personnes très différents, ils sont devenus poreux. Cette porosité, elle a généré de l'instabilité. Et en fait, pour contrôler la population, c'est aussi une question de politique, pour contrôler la population, il faut la connaître. Donc si vous générez de la diversité, vous générez de l'instabilité. Et pour contrôler cette instabilité, eh ben, il faut de la connexion permanente pour pouvoir cibler les gens qui ont un comportement anormal. Vous savez qu'il y a des robots aujourd'hui qui peuvent repérer dans une foule un individu qui a un comportement dit anormal. Et vous avez un rapport de prospective britannique pour 2040 qui dit un individu déconnecté en 2040 sera un individu suspect. Donc voilà. Donc ça pose de réelles questions sur notre liberté. Et aujourd'hui, parce qu'il faut voir ce qu'on peut faire à l'échelle déjà individuelle, la seule façon pour nous d'échapper au contrôle total, c'est de nous ménager du temps de déconnexion pendant la journée, 2 à 3 heures de déconnexion, afin déjà d'éviter que notre temps soit lui-même brisé, réduit en miettes par les différentes messageries qui sont en train de réduire en fait notre temps de réflexion individuelle. Pour produire, pour avoir des idées, pour être créatif, pour être imaginatif, il faut des temps de déconnexion pour se retirer hors du monde et là on peut revenir avec des idées. Mais c'est vrai pour un individu, pour un État, pour une civilisation. Jamais la Renaissance italienne, avec toute sa floraison artistique, n'aurait eu lieu si l'Italie n'avait pas connu plusieurs siècles de retrait hors du monde. D'accord, merci beaucoup. Et donc, pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Donald Trump et par rapport à ce qui s'est passé du coup au Capitole, qu'est-ce que vous pensez du coup de la censure vis-à-vis de la possibilité de propos haineux du président, enfin de le président sortant des États-Unis sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que finalement c'est une atteinte à la liberté d'expression ici? Déjà, il faut comprendre la raison pour laquelle Trump était aussi provocateur.
Trump a pris le pouvoir, il n'aurait jamais dû prendre le pouvoir si on regarde la logique des États-Unis. En fait, il a pris le pouvoir contre les élites américaines. Aujourd'hui, il est soutenu par l'Amérique terrienne intérieure et il est vomi par les côtes mondialisées occidentales et orientales. Trump a pris le pouvoir sans l'aide du pouvoir financier, sans l'aide de la presse, et donc avec le simple soutien finalement des populares, de la population plutôt modeste américaine. Et comme c'était un homme qui avait investi sur uniquement les affaires et pas du tout la culture, il n'avait pas la masse critique de hauts fonctionnaires pour pouvoir armer, pour pouvoir en fait prendre le pouvoir aux États-Unis. Résultat des courses, Donald Trump, nous avons eu l'illusion qu'il était président des États-Unis. En réalité, il n'a jamais dirigé les États-Unis, il n'a jamais pris le pouvoir en vérité. 80% des ambassadeurs américains en Afrique n'ont pas été nommés, par exemple. Et comme il avait contre lui toute la presse, il était d'autant plus provocateur qu'il voulait avoir en fait l'initiative stratégique sur la presse. Donc les provocateurs ou haineux, leur seul but était que Trump contrôle en fait l'information et que la presse soit en réaction par rapport à ces tweets plutôt que l'initiatrice d'attaque à son encontre. Voilà mon interprétation. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va passer au dernier point avec Marie qui va terminer du coup. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Vu le temps qui passe très vite, je pense que je vais passer maintenant à la dernière partie de cette conférence. Donc voilà, il me semble que vous connaissez déjà les règles de ce Fast and Curious, mais je vais les rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on va vous proposer deux réponses et le but est de répondre le plus rapidement possible, celle voilà, qui vous plaît, qui vous convient davantage. Donc liberté ou égalité? Liberté. Cambridge ou Washington? Cambridge. Chine, Iran ou Russie? Russie. Liberté d'expression ou expression des libertés? Liberté d'expression. Droit au blasphème ou religion inattaquable? Religion inattaquable. Aquarelle ou acrylique? Aquarelle. Van Gogh ou Paul Klee? Van Gogh. Piano ou guitare? Piano. Trot ou galop? Galop. Et enfin, pour finir, aventurier ou casanier? Aventurier. Merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Je te laisse peut-être clôturer le débat, Marie, si tu as envie. On a pas mal de questions des étudiants, justement. Que conseillez-vous au gouvernement actuel pour changer radicalement de modèle pour corriger le tir? Pour le gouvernement français, vous voulez dire? Oui, voilà. Mais peut-être corriger le tir sur quel point de vue, en fait? Donc voilà, face à ce que vous disiez, que la République échoue peut-être dans sa mission d'élever notre jeunesse de manière optimale par le biais de l'école. Alors, si ça concerne juste l'éducation, ce n'est pas forcément du ressort du gouvernement, quoique, mais sur ce qui concerne l'éducation, je pense que les étudiants aujourd'hui ont un modèle éducatif qui ne correspond plus du tout à leurs attentes. Nous avons aujourd'hui, on pourrait dire, un modèle à la fois du 19e siècle et un modèle scolaire qui a été dupliqué dans l'enseignement supérieur. Les attentes profondes des étudiants, elles sont beaucoup plus simples que les choses complexes qu'on leur propose. Elles reviennent à des choses fondamentales qui sont qui suis-je? Quels sont mes dons? Identifier ces dons afin de les faire fructifier. Les étudiants ont besoin de tutorat individuel, on ne leur propose rien. Donc, au lieu de multiplier les interventions collectives, il faut restaurer du tutorat individuel
avec des professeurs qui puissent les faire grandir, leur donner du temps pour lire, inscrire ce temps et le sacraliser comme la partie la plus importante de la formation, et une fois ce temps donné, ouvrir la discussion qui va permettre justement à la liberté d'expression de s'épanouir, et c'est ça qui va faire grandir les étudiants, et puis surtout, arrêter de considérer les étudiants comme des enfants, ils sont déjà adultes, ils sont déjà sur le point de travailler, et donc la question des examens, qui focalise beaucoup l'attention, le focalise pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être, dans la mesure où le seul examen pour un adulte qui est étudiant, c'est sa vie propre. Donc, si pour les matières que j'enseigne, vous ne prenez pas en compte les aspects humains, politiques, culturels, eh bien, vous allez échouer dans votre vie professionnelle. Et cette sanction est beaucoup plus lourde qu'une petite note à un examen. Donc, il faut prendre, je pense, le risque, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, de donner justement de la liberté et de la responsabilité. Et ça permettra de transformer le modèle. Donc voilà la réponse que j'ai à faire sur les orientations qui pourraient être faites concernant le modèle éducatif de l'enseignement supérieur qui est aujourd'hui en faillite. Et existe-t-il, selon vous, des modèles de pays qui auraient réussi à impulser une telle dynamique scolaire? Oui, vous le trouvez dans des petites bulles, vous le trouvez dans des établissements, des classes de 12 élèves, du temps de tutorat individuel, du temps où on permet justement aux étudiants de faire épanouir leur talent, et surtout, on se concentre sur la seule chose qui est importante. Si on veut former des élites, eh bien, il faut stimuler leur imagination créatrice. C'est la seule chose qui compte. Si les élites sont sans imagination, si elles sont incapables d'innover, eh bien, elles vont utiliser la violence qui va se substituer à l'imagination. Et un monde de spécialistes et de techniciens du droit, de l'économie, du commerce, de la guerre, eh bien, c'est un monde qui génère de la violence. Et donc, il faut redonner ces lettres de noblesse à l'imagination. Et l'imagination, elle est stimulée par le débat, par la lecture et par les arts. Et par conséquent, vous pouvez trouver aujourd'hui dans des bulles, dans certains établissements, encore des espaces où on stimule la créativité, mais ça ne devrait pas être des exceptions, ça devrait être la norme. Quant à ceux qui ne sont pas capables d'innover et de stimuler leur propre imagination, eh bien, il faut les confronter au réel, c'est-à-dire au travail tout de suite, au lieu de leur faire perdre du temps en école. D'accord, merci pour votre réponse. Nous avons également une question de Tanguy qui nous demande, voilà, face à l'actualité, donc assassinat de Samuel Paty ou encore celui de l'attentat de Charlie Hebdo, pouvons-nous parler d'un recul de la liberté d'expression, voire de pensée en France? Non seulement un recul de la liberté d'expression, mais tout est fait pour que nous donnions le maximum d'informations sur nous-mêmes, et tout est fait pour nous enfermer dans des bulles. Nous sommes en train de nous enfermer dans des bulles sur nos réseaux sociaux, sur notre téléphone, sur Internet. Et tout est fait pour que nous soyons mis en communication avec des gens qui pensent exactement comme nous, qui partagent nos options politiques, religieuses, culturelles, nos goûts, etc., etc. Donc, nous sommes en train de créer une société ultra connectée, mais qui est faite de bulles, et ces bulles se radicalisent parce qu'elles tournent en rond. Et donc, naturellement, lorsque les gens se remettent à parler de façon en réel, eh bien, ça crée des incompréhensions maximales. Le rôle de l'école, mais dans l'enseignement supérieur, c'est pour ça que ce rôle de la discussion que nous avons ce soir et qui est en fait finalement une exception dans votre semaine, eh bien, devrait être pas du tout une exception, devrait être quelque chose en fait un pilier de formation. Donc oui, on a un recul de la liberté d'expression et on a une montée généralisée de la violence. D'accord, merci beaucoup. Une nouvelle question qui revient du coup sur la suppression du compte Twitter de Donald Trump. Assiste-t-on à une privatisation de la liberté d'expression en Occident? Et une seconde assez liée, doit-on au contraire estimer que les réseaux sociaux, en tant qu'entreprise privée, soient libres d'appliquer leurs règles? C'est la géoéconomie qui mène le monde. Donc en fait, le monde est mené par ceux qui contrôlent les flux financiers. La géopolitique n'étant que l'écorce, n'étant que
l'écume en fait de ces flux souterrains. Donc, ce qui est important, c'est la géoéconomie. Donc, Trump, de par ses déclarations, de par son positionnement, heurtait de front des intérêts économiques puissants aux États-Unis. Vous savez que Hillary Clinton avait été soutenue par des lobbies qui voulaient plus d'interventionnisme américain. Et Trump a essayé en fait, de faire cesser l'interventionnisme géopolitique des États-Unis. Donc, il avait trop d'ennemis et donc il a été débranché. Nous avons intérêt à ce que le débat puisse rester entier. Et donc, nous n'avons pas intérêt à des suppressions de comptes parce que si nous les supprimons, d'abord, Donald Trump va refaire, en fait, va créer des réseaux parallèles. Et en fait, l'atomisation du monde par des réseaux parallèles, ce n'est pas quelque chose de très bon. Et puis, enfin, une question de Gaspard qui parle de voilà, la fin du 19e et le début du 20e siècle en Chine, qui ont été marqués par une montée en puissance des intellectuels et une effervescence de la pensée. Et la question est, pensez-vous que cette expérience qui a mis en péril les régimes politiques chinois pendant plusieurs décennies soit la source de la politique de contrôle moderne de la pensée dans le pays? C'est possible que la connexion de la Chine au monde via Internet ait déstabilisé, ou en tout cas été perçue comme un danger par le régime. Maintenant, le développement de réseaux de pensée critiques autonomes, ils sont eux-mêmes brisés en fait par la connexion permanente. Donc, je dirais c'est peut-être plutôt la mondialisation, l'ouverture de la Chine au monde qui a été perçue comme un danger. Cette Chine qui, pendant le plus clair de l'histoire, n'a pas fait de colonie, par exemple, parce qu'elle n'avait pas besoin du reste du monde. En fait, elle était autonome, elle pouvait vivre sur elle-même. C'est peut-être un peu la raison. Aujourd'hui, elle sait que dans un siècle, la marine américaine sera incapable de sécuriser les océans, et donc elle sait qu'elle a 100 ans pour que sa marine de guerre se porte à la puissance des États-Unis d'Amérique. Et donc elle avance dans le brouillard, d'un point de vue géopolitique, mais aussi, pour pouvoir le faire, elle a besoin de stabilité intérieure. Sa hantise, c'est la division, c'est l'implosion. Et peut-on espérer une liberté plus grande à l'avenir pour ce pays-là? Je ne le crois pas. Je pense que, que l'exception démocratique, cette expression qu'on a vue dans la Grèce antique, qu'on a vue à certaines périodes de l'histoire, voilà, ce sont des bulles, ce sont des exceptions, mais la norme, malheureusement, ce sont des régimes autoritaires qui régissent le sort de l'humanité. Régime autoritaire, et la grande loi de l'histoire, c'est pas que les masses se gouvernent elles-mêmes. Ces masses, en réalité, elles sont le plus souvent le jouet de personnes qui ont une vision. Et pour revenir à Donald Trump, vous voyez, homme du business, homme qui était uniquement dans les affaires, s'il n'a pas réussi à prendre le pouvoir, c'est précisément qu'il n'avait pas dans son entourage des gens qui avaient investi sur la sphère politique, culturelle. Et donc, c'est les limites, en fait, d'une formation où on fait uniquement des affaires, mais en faisant uniquement des affaires, il ne pouvait pas véritablement s'emparer de la puissance américaine. C'est une leçon intéressante. Bien, je me permets de reprendre la parole parce que le temps s'est écoulé très vite. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus tournée pour les étudiants qui vont pouvoir débattre sur des questions d'actualité. Donc, vous êtes évidemment libre de vous déconnecter. Et je voulais bien évidemment vous remercier pour toutes vos réponses, tous vos éclaircissements et toutes vos explications qui sont non seulement très intéressantes et très instructives, mais aussi qui font réfléchir. Et je pense qu'on a abordé de nombreux thèmes ce soir, très diversifiés, par l'éducation, par la liberté d'expression. Et ce sont des questions qui devraient être mises au cœur en fait, de notre éducation plus souvent, et on les rencontre que trop objectivement. Et donc, je voulais bien sûr vous remercier au nom de toute l'association, au nom de tous ceux qui nous regardent sur Zoom ou sur Facebook, et au nom de tout Schema pour être venu nous éclairer, nous apprendre un peu plus et nous transmettre de la connaissance sur ces sujets-là.
C'était un plaisir, et puis j'espère qu'on pourra continuer nos conversations, soit sur LinkedIn ou autre. N'hésitez pas. Je suis à la disposition des étudiants pour échanger sur des biographies ou sur des discussions diverses et variées, ou se rencontrer, j'espère, en réel un jour. Donc, c'est un grand plaisir de voir votre agilité et puis votre professionnalisme. Merci pour votre invitation. C'est vraiment très, très agréable. Et puis, je vais vous laisser continuer, parce que mon emploi du temps est chargé, mais je reste à votre disposition pour éventuellement une prochaine rencontre, ou bien poursuivre la discussion, qu'elle ne s'arrête pas tout de suite. Voilà. Avec grand plaisir. Encore un grand merci. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, monsieur. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.